à tous les participants et participantes à ce webinaire qui porte sur le thème Observatoire de décision judiciaire en ligne, qui est un outil de promouvoir les droits des femmes au Maroc et en Tunisie. Cet outil a été mis en place par l'organisation MRA, qui est une organisation internationale à but non lucratif basée au Maroc et qui travaille à travers tout le Maghreb, mais essentiellement et principalement au Maroc et en Tunisie. MRA collabore principalement avec des ONG, des jeunes, ainsi que des avocats et d'autres activistes, même avec des facultés de droit et avec les étudiants. Elle mène des activités de plaidoyer visant à promouvoir les droits des femmes. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis volontaire avec MRA depuis des années, depuis que j'étais étudiante à la faculté de droit. Et je suis très honorée de continuer mon travail avec eux et qui soutient et renforce les droits des femmes. Aujourd'hui, notre objectif est de mettre en lumière le travail essentiel accompli pour faire progresser les droits des femmes au Maroc et en Tunisie et d'explorer l'impact des observatoires des décisions judiciaires dans ce contexte. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir un groupe d'experts qui partageront leurs connaissances et leur expérience sur ce sujet. Vous aurez l'occasion d'entendre des personnes qui ont été l'avant-garde de ce travail, ayant un impact réel sur le terrain. Donc, on a avec nous Saïda, qui est partenaire fondatrice de l'organisation au Maroc, aussi Stéphanie, partenaire et fondatrice de l'organisation au Maroc, et Mounira, coordinatrice du projet en Tunisie. Avant de commencer, juste quelques règles de base. Donc, ce webinaire va durer environ 90 minutes et nous suivrons dans la première partie de ce webinaire un format questions-réponses avec les panélistes. Et durant cette partie, les participants et les participantes sont encouragés à interagir en écrit via la zone chat tout au long de la session. Et puis, en deuxième partie, les panélistes vont répondre à toutes ces questions partagées ou commentaires aussi. Également, il y a des ressources clés et des liens qui seront partagés à l'écran et dans le chat. Et puis des contacts, l'adresse email aussi. Donc, nous avons beaucoup abordé aujourd'hui. Alors, commençons notre exploration du rôle essentiel des observatoires en ligne des décisions judiciaires dans la promotion des droits des femmes au Maroc et en Tunisie. Stéphanie, pourriez-vous nous expliquer en détail ce que sont les observatoires en ligne Marsad Nissa? Oui, merci beaucoup, Noir, et merci beaucoup d'être parmi nous pendant si longtemps et si engagé. Et merci beaucoup à tous les spectateurs qui se sont joints à nous. Je vois du Maroc, de la Tunisie, de la France et des États-Unis. Merci à beaucoup d'être parmi nous. Très brièvement, parce que nous voulons sauter directement peut-être dans l'analyse peut-être des décisions et des questions de stratégie. Juste pour mettre tout le monde dans le bain, nos deux observatoires, Marsad Nissa, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, il s'agit des bases de données en ligne avec une diversité de décisions de justice venant d'une diversité de tribunaux des deux pays. Et quand nous parlons de diversité, nous parlons de diversité thématique, que ce soit des juridictions, des tribunaux commerciaux, des tribunaux de la famille, des tribunaux administratifs, etc. Donc, une diversité de juridictions au niveau thématique, une diversité de juridictions au niveau degré de juridiction, c'est-à-dire dans les observatoires, il ne s'agit pas uniquement des décisions venant des autres instances, les cours de cassation ou les cours d'appel, mais également pas mal de décisions venant des tribunaux de première instance, même des juges résidents, etc., où la majorité des décisions, des cas, des dossiers s'agissant des droits des femmes au quotidien sont décidés. Et ensuite, une diversité de décisions au niveau géographique. Encore une fois, les bases de données dans les deux plateformes, nous avons des centaines de décisions, non seulement des grandes juridictions, on dirait, des villes
capitales, de Tunis, Rabat, Casa, etc., mais des décisions venant des tribunaux un peu partout dans le pays, que ce soit des petites villes, des grandes villes, de manière horizontale et décentralisée, encore une fois, à travers les deux pays. En même temps, les décisions de justice contenues dans les observatoires, il s'agit des décisions avec une diversité de questions liées aux droits des femmes. Donc, que ce soit les différentes lois et codes, dans les contextes, bien sûr, il y a beaucoup de décisions qu'il s'agit de code de la famille, code de statut personnel, beaucoup de décisions qu'il s'agit du code pénal, mais aussi des décisions s'agissant du code de travail, du code administratif, etc. Donc, une diversité de différents codes et lois dans les pays, dans les deux pays. Donc, les deux observatoires contiennent une diversité de décisions avec différents thèmes et sujets dans les affaires judiciaires concernant les droits humains des femmes dans les deux pays, que ce soit des questions de divorce, violences faites aux femmes, avec les nouvelles lois dans les deux pays sur les violences faites aux femmes, des questions de pension alimentaire, nafaqa, etc. Peut-être aussi, j'attire l'attention alors que dans les deux pays, les décisions de justice, bien sûr, sont rendues en langue arabe, la plateforme en soi, vous allez voir dans un petit minute, voilà, on voit à l'écran, la plateforme en soi est trilingue, c'est-à-dire que la plateforme, les utilisateurs peuvent le naviguer soit en arabe, soit en français, soit en anglais, pour faire des recherches, etc., pour arriver aux décisions de justice qu'ils souhaitent. Après, les décisions en soi, bien sûr, sont en arabe, mais notre objectif et notre souhait, c'était de rendre les observatoires le plus accessible au niveau linguistique aux utilisateurs. Je terminerai peut-être par expliquer une autre chose assez unique par rapport à ces observatoires, c'est comment elles sont créées, construites et comment les décisions sont ajoutées. Nous n'avons pas quelque part un grand cabinet ou un grand bureau de professionnels à mi-temps qui ne travaillent que pour faire ça, mais en fait, les deux observatoires sont faits par un processus participatif de crowdsourcing avec des associations partenaires, des ONG, des avocats, des professeurs de droit, des étudiantes, d'autres praticiens de droit qui contribuent des dossiers. Nous avons des partenaires clés venant de différentes régions dans les deux pays. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas des personnes que à Rabat ou Casablanca ou des personnes que à Tunis qui contribuent des dossiers, des décisions de justice, mais des partenaires au Maroc qui viennent des villes Hajeb ou Taza, Marrakech, Larache, plein de différentes villes à travers le pays, comme est le cas en Tunisie avec des partenaires à Kerouan, à Sfares, et d'autres villes décentralisées. Donc, c'est vraiment un processus décentralisé, horizontal et je dirais organique, parce que les partenaires, les contributeurs, il s'agit de partager les décisions eux-mêmes. Et on va voir plus tard dans la descriptif de plateforme que l'une des fonctions permet aux personnes de partager des décisions de justice, c'est-à-dire n'importe qui avec un compte gratuit peut être contributeur et avoir un dossier de justice et peut le coder selon le formule qu'on donne pour coder, analyser selon le format que nous donnons pour analyser et puis télécharger les décisions de justice sur la plateforme. Donc ça, c'est le processus participatif et horizontal de comment les deux observatoires sont créés et maintenus. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette introduction et pour l'explication de l'observatoire.
Alors, tel que vous l'avez décrit, ces observatoires semblent être un outil très bien conçu et l'aspect participatif le rend un outil en continu développement. Donc, il est évident et clair qu'il y a de l'effort et du temps qui a été investi dans la construction de cet outil et également dans le fait et la volonté de garantir la continuité de développement de cet outil. Alors, quelle a été la raison de la création de ces observatoires? Mounira, à vous la parole, si vous pourriez nous dire plus en ce qui concerne ce sujet. Merci beaucoup, Nour. Merci beaucoup non seulement d'avoir modéré ce webinaire, mais aussi parce que tu fais partie de notre équipe en Tunisie et parmi les étudiants en droit qui travaillent avec nous depuis le lancement de l'Observatoire Marsad Nissa Tunisie et depuis le jour où notre équipe a commencé à réaliser des sessions de formation technique sur les techniques d'utilisation de l'observatoire électronique au profit des étudiants qui, tout au long de la dernière période de projet, ont joué un rôle majeur dans le processus de téléchargement et de partage de décisions judiciaires, les lisant et les commentant, en plus de nombreuses activités de plaidoyer, des séminaires et des événements. Je voulais juste dire ça en lien avec votre question, parce que les étudiants font partie de groupes cibles de notre projet visant à promouvoir les droits des femmes à travers les observatoires électroniques des décisions judiciaires. Et comme l'a dit Stéphanie, les observatoires électroniques sont conçus pour étudier la manière dont les textes législatifs et leur interprétation par les tribunaux se font sur des stéréotypes de genre qui empêchant ainsi les femmes d'accéder pleinement à leurs droits humains. Donc, cette initiative est à l'origine le fruit des efforts des deux cofondatrices MRA Mobilizing for Rights Associates, Saïda Kouzi et Stéphanie Willman. Cela est dû à leur formation juridique et à leur implication dans le travail féministe afin de promouvoir les droits humains des femmes au Maroc et dans de nombreux pays arabes, dont la Tunisie, en plus de leur réseautage avec des organisations internationales. Et sur la base du travail de terrain et des recherches scientifiques qu'ils ont menées concernant l'entendu de la compatibilité des tribunaux avec les lois locales et internationales, ils ont fini par prendre la décision de créer des observatoires électroniques parce qu'ils ont trouvé une combinaison de différents défis, ceux qui sont représentés dans, premièrement, l'objectif d'encourager l'accès à l'information pour les praticiens ou professionnels de droit, tout acteur intéressé par la justice de genre, sur les questions liées aux droits humains et juridiques des femmes. Cela dépendait de la nécessité d'affronter un certain nombre d'obstacles, dont le plus important sont par exemple, il s'agit de l'absence d'un système d'information et de collecte de publication des décisions de justice intégré par le système judiciaire en Tunisie et au Maroc, de manière à permettre l'accès à l'information. Il n'existe pas de système de collecte de publication de décisions de justice comme dans les recueils de jurisprudence ou les outils en ligne comme Westlaw ou LexisNexis.
il existe quelques ressources limitées, souvent payantes, et sur des sujets commerciaux ou des affaires et des publications académiques ou périodiques de certaines décisions de justice de haute juridiction. En revanche, il n'existe pas de sources accessibles au public qui collectent de manière approfondie, systématique et méthodique les affaires rendues par les tribunaux de première instance et d'autres tribunaux inférieurs, où la majorité des affaires concernant les droits des femmes sont décidées. Donc, MRA Mobilizing for Rights Associates a constaté dans son travail que des activistes et des chercheurs locaux soulignent souvent des difficultés rencontrées pour avoir l'accès aux décisions judiciaires et ils décrivent des obstacles tels qu'un accès difficile ou impossible aux tribunaux et à leurs archives. Aussi, il s'agit d'un dossier judiciaire consolidé, complet, organisé ou mis à jour, et également des ressources humaines et financières limitées. Deuxièmement, cette initiative visait aussi à promouvoir une application uniforme de la loi pour tous les tribunaux à travers les deux pays, grâce à la possibilité d'accéder et de partager diverses décisions de justice. Parce qu'il y a un manque d'uniformité dans l'application des lois et des politiques. Et en l'absence des politiques et des procédures standardisées, les acteurs publics locaux développent leur propre interprétation et pratique. En conséquence, des cas similaires peuvent être traités de manière complètement différente selon chaque région ou selon les différents acteurs du système judiciaire qui gèrent l'affaire. Je peux donner un exemple. Si on prend, par exemple, le lancement des travaux de l'Observatoire de la Tunisie qui coïncide avec la nouvelle législation, notamment la loi 58 relative à la loi 58 de 2017, qui est relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Certaines décisions de protection rendues par divers tribunaux de la République tunisienne et que l'on tente d'examiner la jurisprudence de ces tribunaux en termes de texte ou de procédure pour contrôler les orientations des différentes juridictions en ce qui concerne les décisions de protection et mesures y affrontées prises conformément au sens de la loi fondamentale numéro 58 de 2017, nous constatons clairement l'hésitation des tribunaux tunisiens face au texte de la nouvelle loi fondamentale. Donc, par exemple, parmi les juges, certains considèrent que la décision de protection est une mesure temporaire et urgente qui nécessite une décision dans le plus bref délai. D'autres juges vont prendre une décision de protection après plus de 6 mois et après des séances de tribunal successives, ce qui représente vraiment un danger pour la victime. Il convient aussi de noter ici que le nombre de victimes de féminicide est en augmentation en Tunisie, en grande partie à cause du fait que le système judiciaire n'assure pas la protection nécessaire aux femmes. Par exemple, hier,
le 8 octobre, le mari qui a assassiné Rifqa Cherni depuis 2021 a été condamné à 30 ans de prison grâce à la lutte des associations comme la TFD, Aswat Nissa et toute la dynamique féministe pour combattre la mentalité d'impunité et pour activer la loi 58. Mais il faut noter aussi que les décisions téléchargées à Marsad Nissa montrent que le cas de Rifqa Cherni et le cas de l'opinion publique ne constituent pas une exception, mais qu'il existe de nombreux cas qui permettent de s'affaiblir et d'exiger l'activation des lois, y compris la formation des juges sur la loi et sur la spécificité de la volonté basée de la violence, basée sur le genre. C'est pourquoi nous cherchons dans nos observatoires électroniques à surveiller les défaillances dans le niveau de mise en œuvre des mesures de protection établies par la nouvelle loi et des recommandations en conséquence qu'elles soient évitées à l'avenir. Et dans le même temps, nous nous appuyons sur la bonne jurisprudence judiciaire contenue dans certaines décisions de protection et dans ce contexte, nous nous limitons pas à traiter théoriquement des nouveaux textes juridiques, mais nous testons également des questions réalistes et examinons les problèmes pratiques des procédures de protection et de la clarification entre le texte et la réalité qui soulèvent ces textes. Ces textes n'ont aucun sens s'ils ne sont pas équitables envers les femmes victimes de violences et si elles ont été protégées auparavant. C'est pour ça que le pouvoir judiciaire est chargé de garantir les droits et libertés conformément à la Constitution. Donc, il convient aussi de noter que l'échantillon de l'Observatoire de la Tunisie ou du Maroc aussi ne représente pas un exemple de toutes les hypothèses liées à l'application des mesures de protection, mais le représente. Il convient également de noter et de parler que dans les deux pays, si je peux parler aussi, Nour, à propos des conventions internationales, ou on peut reporter ça après. Si on peut résumer peut-être en 2 minutes, on peut apporter la question des conventions. D'accord. Donc, dans les deux pays, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, telles que la convention de CEDAW, sont à la fois justiciables. En d'autres termes, toutes les parties à une affaire peut les invoquer lors d'une affaire judiciaire et sont directement applicables. C'est-à-dire que les juges peuvent et ont statué sur des affaires et sur la base des conventions internationales. Donc, cette initiative, ça s'inscrit aussi dans le contexte de suivi
de l'application des récentes lois sur les violences à l'égard des femmes dans les deux pays, le loi 58-2017 en Tunisie et le loi 2018 en Maroc, et de plaidoyer actuel pour les réformes de code de la famille et le code pénal au Maroc. Parce que les lois actuelles, notamment le code de statut personnel en Tunisie et le code de la famille de 2004 au Maroc et les lois de 2017-2018 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans les deux pays, présentent des lacunes juridiques. Ces lacunes sont discriminatoires à l'égard des femmes et ne sont souvent pas appliquées et ne sont pas nécessairement en harmonie avec les normes constitutionnelles nationales et aussi ou les obligations internationales en matière de droits humains. Merci. Mounira, d'avoir expliqué d'une façon très détaillée tous les problèmes auxquels les observatoires répondent et ils les adressent. Peut-être, Saïda, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au pourquoi de l'élaboration de ces observatoires, surtout de point de vue de quelqu'un qui a créé et qui a eu l'idée à la première fois de construire ces observatoires. Donc, c'était quoi la raison derrière, ou bien comment avez-vous l'idée de créer ces observatoires? Merci beaucoup, Nor, et merci beaucoup, Mounira. Je vais vraiment, je vais essayer, je vais démarrer plus ou moins là où Mounira s'est arrêté sur les conventions internationales et leur application par les tribunaux locaux. C'est parce que c'était parmi les raisons ou parmi les facteurs qui nous ont poussé à réfléchir à un outil qui pourra être à la disposition de tout le monde, avocats, journalistes, juristes, étudiants, activistes, où il peut facilement chercher l'information et chercher ce qui se passe au niveau de la mise en place des lois, l'application des lois, etc. Effectivement, on a, grâce à plusieurs recherches, actions que nous avons menées en tant que MRA sur plusieurs sujets, y compris la question de l'application des normes internationales devant les tribunaux, nous avons constaté que, il n'y a pas une application ou il n'y a pas une mise en place unifiée partout dans les tribunaux. Aussi, on a constaté que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'information et qui sont au courant de ce qui se passe dans les autres tribunaux. La majorité des avocats, ils sont au courant de ce qui se passe seulement dans leur petit tribunal. Et juste à titre d'exemple, on avait posé une question sur est-ce que les normes internationales sont appliquées devant les tribunaux, dans les litiges normaux, dans les litiges locaux, individuels. On a eu vraiment une diversité de réponses. Il y en a qui sont vraiment restés dans le théorie de l'application des normes internationales et il y en a qui sont partis sur à débattre est-ce qu'ils sont applicables ou pas, vu qu'au niveau de la loi marocaine, ils sont stipulés que dans le préambule de constitution et pas dans les lois. Donc, il y avait une diversité de questions, de réponses, alors que nous avons trouvé des avocats qu'en réalité, ils ont déjà plaidé les normes internationales et il y a effectivement des décisions qui sont basées sur les normes internationales. À titre d'exemple, je peux donner un cas où la loi interne, qui est le code de famille, qui a été éloigné en faveur de l'application de la convention je pense que c'était la convention des droits des enfants. C'était le cas d'une femme
qui a saisi le tribunal parce que son mari, il a refusé de lui attribuer l'autorisation pour faire sortir le passeport pour ses enfants, pour les emmener avec elle en Espagne. La femme, elle a saisi le tribunal et le juge, il s'est basé sur l'article 10, l'alinéa 2, concernant le déplacement des enfants et leurs parents en dehors du pays. Et il a éloigné l'article 238 qui limite les droits de la femme ou qui précise quand est-ce la femme il pourra être tuteur légal. Et aussi, il a éloigné l'article 178 qui limite le droit de la femme qui a la garde des enfants à se déplacer avec l'enfant sous sa garde seulement à l'intérieur du pays. Donc, la femme qui a la garde n'a pas le droit de se déplacer en dehors du pays. Donc, le juge, il a éliminé ces deux articles et il a attribué à la femme le droit d'être tuteur légal pour tous les documents administratifs, y compris le passeport, pour la gestion de tous les affaires administratives et financières des enfants et de se déplacer avec les enfants en dehors du Maroc. Donc ça, comme un article, comme une décision, pour nous, et il y en a d'autres, il y en a un autre article, une autre décision qui a aussi éloigné l'application du code de famille en faveur de le partage des biens matrimoniaux entre la femme et le mari pendant le divorce en se basant sur le CEDAW. Donc, on a trouvé qu'il y a effectivement plusieurs décisions que ce sera intéressant de les mettre à la disposition des avocats, de tous les chercheurs concernés par le sujet. Pour encourager d'autres avocats à appliquer les normes internationales, encourager aussi les juges à unifier la mise en place des différentes lois. Et à cette question de unifier, on a constaté, par exemple, surtout concernant les nouveaux lois relatifs aux violences faites aux femmes, comme c'est des nouveaux lois, il y a leur mise en place est toujours question à hésitation, interprétation, clarification, etc. Donc, et on a constaté que les tribunaux ne sont pas en train d'appliquer, par exemple, la loi 103/13 relative aux violences faites aux femmes de la même façon. Et il y a un tribunal qui a accepté des plaintes relatives, par exemple, à l'harcèlement sexuel, à l'harcèlement dans la rue, c'était surtout question de harcèlement dans la rue, en se basant que le fait que la femme juste elle a saisi pour la première fois avec des témoins, donc elle a accepté l'affaire juste parce que la femme est là. Il y a eu certains témoins dans le café comme quoi un monsieur lui a adressé des propos pas appropriés. Alors que d'autres tribunaux, ils ont rejeté malgré qu'il y avait les témoins. Donc, cette façon de non unifier, de mettre en place ou d'appliquer le nouveau loi, et de mettre ce genre de décision sur le Marsad Nisa, ça nous permet, de mettre la lumière sur comment les différents tribunaux ils sont en train d'interpréter le nouveau loi et aussi de donner d'avoir matière basée sur des décisions concrètes à demander ou à développer des plaidoiries pour un nouveau réforme qui clarifie plus les lois qui ne sont pas assez claires ou de modifier ou de changer tout ce qui est problématique dans les nouvelles lois. Donc, c'était juste pour compléter toutes les lacunes que nous avons constatées, que Mounira elle avait déjà citées. Et pour les dépasser, c'était important de mettre à la disposition
de tous les chercheurs une base de données avec les différentes décisions relatives aux droits humains et juridiques des femmes, où ils peuvent faire les comparaisons de comment ils sont appliqués devant les différents tribunaux. Merci. Alors, je me rappelle que Stéphanie a mentionné aussi que les observatoires sont un outil qui peut être utilisé par tout le monde et que les personnes sont encouragées à ajouter des décisions judiciaires à la plateforme et de l'utiliser d'une façon interactive. Alors, concrètement, Mounira, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les personnes peuvent-elles utiliser les observatoires en ligne Marsad Nisa pour avoir une idée et utiliser les plateformes de façon plus facile? Je voulais juste ajouter un exemple de ce que Saïda vient d'expliquer, un exemple de la Tunisie. Grâce à l'Observatoire, nous avons pu suivre des nombreux cas dans lesquels non seulement les normes internationales, mais également les droits locaux étaient exclus. Nous pouvons citer ici l'exemple d'un des tribunaux qui a exclu le recours à la loi 58 et au chapitre 222 de la Code pénal. La décision pénale n'était pas appropriée pour le délit de menace qui nécessite une sanction pénale selon le chapitre 222 de Code pénal, même si cette menace était uniquement verbale, malgré le fait que la nouvelle constitution tunisienne stipule la criminalisation de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, notamment l'article 46 stipule que l'État prend des mesures pour éliminer la violence à l'égard des femmes. Le tribunal ne s'est pas non plus appuyé sur la définition de la violence morale contenue dans la loi 58 qui criminalise toute agression verbale telle que les insultes, les menaces, la négligence, l'humiliation, ainsi de suite. Les actions et les paroles qui portent atteinte à la dignité humaine des femmes ou visent les contrôler et les intimider. Donc, l'idée que je veux transmettre est que à travers les deux observatoires, nous avons pu communiquer un ensemble de cas dans lesquels des conventions internationales peuvent être adoptées. N'importe quel avocat peut effectuer une simple recherche dans les deux observatoires pour les décisions rendues en adoptant les normes internationales. Et il trouvera de nombreuses décisions innovantes qui deviendront de bons exemples à suivre. Aussi, un deuxième exemple que peut être cité de la contradiction entre les tribunaux qui sont injustes envers les femmes et lorsqu'un tribunal a décidé d'épouser une mineure pour justifier l'impunité de son violeur, ou encore un autre tribunal peut décider de l'épouser sur la base de l'approbation de père. Donc, en répondant à la deuxième question, je pense que l'observatoire mettent à la disposition de tous les chercheurs et ceux qui s'intéressent à la recherche sur la fonction dont les lois sont appliquées
à travers le moteur de recherche, ainsi que sur la fluctuation entre les lectures juridiques et les textes, et des textes et les cas de leurs applications dans les décisions et dans les décisions judiciaires. Le plateforme dispose également de la fonction de recherche et de partage et la fonction de le partage de la fonction de décision de la justice. Il ne s'agit pas d'une simple bibliothèque en ligne, mais d'un moteur de recherche multicritères détaillé, la sélectionner et de comparer les décisions des tribunaux en fonction d'une diversité de paramètres, qu'ils soient procéduraux ou du fond, selon la question posée et les facteurs à suivre et à étudier. Par exemple, les questions que les utilisateurs pourraient vouloir poser sont, par exemple, comment un article spécifique d'une loi est-il appliqué? Et c'est ce qui permet de tirer les conclusions de la bonne jurisprudence des tribunaux et de l'étendue de leur efficacité pour faire face aux violences faites aux femmes. Une autre hypothèse de recherche, par exemple, y a-t-il des conflits entre les juridictions sur une question donnée? Et ici, il est possible d'identifier les lacunes qui ont été observées dans les procédures appliquées et établies dans les lois au niveau des tribunaux. Aussi, la question comment les conventions internationales relatives aux droits de l'homme sont-elles appliquées par les tribunaux locaux afin de déterminer dans quelle mesure les tribunaux s'appuient sur la mise en œuvre des normes internationales et des droits de l'homme et de nouvelles mesures constitutionnelles liées aux droits des femmes. Par exemple, la bonne mise en œuvre de nouveaux acquis juridiques, notamment la loi fondamentale 58, dans ses aspects civils et pénaux. Aussi, cela fait-il une différence si le juge est une femme ou un homme? Cette question est basée sur le genre et concerne l'étendue de la relation entre la décision annoncée et le sexe du juge, le genre du juge. Donc, il est également important de noter que les observatoires incluent un large éventail de décisions dans toutes les juridictions et les niveaux judiciaires. Il ne s'agit pas seulement des actualités d'aujourd'hui passionnantes et souvent exceptionnelles, mais également des actualités de tous les jours. Qui ont un impact quotidien sur les femmes au niveau local. Je peux donner, à titre d'exemple, il existe de nombreuses décisions de l'Observatoire tunisien, Marsad Nissa, qui prouvent que malgré la révision apportée au chapitre 23 du Code civil, la jurisprudence judiciaire est restée stable, affirmant que le choix de la résidence conjugale par la coutume et la loi et le droit d'un mari en tant que chef de famille et que le refus de la femme de cohabiter est considéré comme un acte désobéissance. Certains tribunaux de première instance et d'appel ont considéré dans certains de leurs décisions que l'assistance de l'épouse à ne pas cohabiter avec son mari sans donner de raison valable malgré
les nombreux avertissements qui lui ont été adressés pour répondre à la cohabitation après que celui-ci lui ait préparé un logement pour elle, est considéré comme une désobéissance et un manquement à ses devoirs envers son mari, en violation des dispositions de la loi qui l'y oblige, et son devoir est conforme à la coutume et à la tradition. Donc, malgré la révision introduite dans ce chapitre, il n'a pas eu l'impact significatif sur l'orientation générale de la jurisprudence judiciaire, qui a conservé l'image stéréotypée selon laquelle le devoir de cohabitation incombe en premier lieu à l'épouse et qu'elle doit vivre avec son mari en l'endroit qu'il a préparé. Pour ces détails. Avant de passer à la prochaine question, j'ai voulu juste rappeler à nos participants et participantes qui sont invités à poser toutes leurs questions ou bien idées, commentaires via la zone chat. Et dans la deuxième partie de ce webinaire, les panélistes vont répondre à toutes vos questions ou bien vos idées, vos commentaires, etc. Alors, comme avait été mentionné et expliqué par toutes les panélistes, la plateforme est un outil accessible à toutes les personnes. Cependant, elle pourrait être particulièrement utile à certains groupes d'utilisateurs par rapport à d'autres. Et spécifiquement, il s'agit des avocats et les militants et militantes en droit humain. Alors, Saïda, pourriez-vous nous expliquer comment les observatoires pourraient être un outil stratégique pour les avocats et les militants militantes? Merci beaucoup encore une fois, Nour. Comme on avait déjà mentionné au début, les observatoires ne sont pas juste une bibliothèque en ligne ou une base de données en ligne. Ils sont actifs, ils sont interactifs, ils sont vivants. Ils permettent d'inclure, comme a expliqué Mounira, des décisions, des nouvelles décisions. Et aussi, ils permettent aux utilisateurs de chercher et de mener des recherches par des thèmes bien précis. Et ces fonctionnalités dynamiques, elles permettent aux avocats comme aux activistes d'être à jour et de faire un suivi et même d'avoir une source pour la matière sur les différentes décisions sur le même sujet, par exemple, qui les concerne. Donc, les Marsad Nissa, ils permettent de faire un suivi, une documentation, par exemple, de la manière dont les tribunaux ils appliquent les lois. Surtout, on peut prendre par exemple comment il applique les lois sur les violences faites aux femmes, surtout que c'est des lois, comme j'avais déjà dit, qui sont nouveaux. Donc, pour les avocats, c'est facile de partir vers Marsad Nissa, de mener des recherches et de trouver, par exemple, comment un sujet a été déjà traité devant le tribunal ou comment il a été même comment il a été soulevé par les différents plaidoiries ou c'est quoi les différents plaidoiries qui ont été utilisés par d'autres confrères ou par des procureurs même. Donc, à titre d'exemple de comment le Marsad Nissa il peut aider les avocats à clarifier comment les lois elles sont appliquées, je peux donner un exemple d'une décision dans le Marsad Nissa où le juge il a condamné des agresseurs
pour violence psychologique. La violence psychologique, c'est quelque chose de nouveau dans la loi marocaine, dans la loi pour les violences. Et elle est mentionnée seulement dans l'article 1, qui, dans le cadre des définitions. Donc, au niveau de procédure, il n'est pas très clair comment il va être appliqué. C'est quoi l'épreuve à ramener, comment il pourra être accepté par les juges. Donc, par cette décision où le juge il a accepté, il a accepté et il s'est élargi dans la définition de violence psychologique. Donc, ça, c'est un exemple de comment le Marsad Nisa il pourra être très utile pour les avocats. Aussi, le Marsad Nisa il nous permet à tracer les tendances de la réponse du système judiciaire en général pour mener des plaidoiries fondées sur des données concrètes en faveur des futures réformes. Donc, et là, c'est là aussi, juste pour concrétiser, je vais donner un exemple de comment le tribunal il a traité, où là, je donne comme exemple l'affaire qui a été vraiment qui a fait la une de différents médias marocaines et qui a été sujet à une grande dénonciation de la part de la société civile, de la part des activistes concernant le viol d'une enfant par un groupe de violeurs. Et le juge, il a décidé, malgré l'aveu des violeurs, il a décidé d'attribuer les circonstances atténuantes aux agresseurs, aux violeurs. Donc, cette décision a été vraiment sujet à une grande dénonciation. Au début, c'était tout le monde qui parlait d'une décision d'un juge. Donc, mais grâce à Marsad Nisa, c'était pour nous facile de revenir, de mener une recherche sur les différentes décisions qui ont été attribuées dans les différents cas de viol ou de violence physique. Et nous avons constaté que ce n'est pas un cas isolé, c'est pas un cas isolé, mais c'est une tendance dans de comment les juges ils sont en train de traiter les cas de viol et de violence contre les femmes. La majorité des décisions rendues dans les cas de viol et de violence physique, les juges ils décident d'attribuer aux agresseurs les circonstances atténuantes et la majorité des peines sont 2 mois sursis et 500 dirhams comme pénalité. Donc, cette analyse, ça nous a permis de sortir la discussion d'un cas isolé, de sortir la discussion de la mentalité du juge, à rendre la discussion que c'est une tendance des juges et c'est un problème dans les lois. Et ce n'est pas juste une mentalité du juge, parce que nous avons constaté que la majorité des juges, ils se basent sur les articles 146 et 147 qui permet aux juges d'attribuer ces circonstances atténuantes. Donc, cette analyse nous a permis, en tant que des activistes, avec les avocats, de développer des plaidoiries qui visent au changement de ces 2 articles. Parce qu'actuellement, ces 2 articles, ils peuvent être appliqués par n'importe quel juge sans aucun mécanisme, sans aucune mesure aux restrictions ou sans même aucun contrôle de comment les juges ils peuvent les appliquer. Donc, ça, c'est une autre façon de comment les Marsad Nisa, stratégiquement, ils pourra nous développer et nous permettre de développer des arguments pour mener les futures réformes. Au niveau stratégique aussi, comme j'avais déjà dit, les avocats, ils ont un accès aux différentes décisions relatives
que droits humains des femmes et juridiques. Donc, c'est facile pour eux de mener des recherches relatives à des décisions, à des décisions qui touchent ou qui peuvent être similaires à leur cas qu'ils veulent plaider. Donc, et surtout pour avoir des plaidoiries créatives et sortir un peu de formules traditionnelles ou ou parfois quand c'est difficile de toucher ou de traiter certains cas. Et là aussi, je peux donner un cas d'une décision où le plaidoirie était très créatif. Et l'intéressant, c'est que ce plaidoirie, elle est venue du procureur, que les autres avocats, ils peuvent l'adopter dans le futur, dans leur plaidoirie à eux. Donc là, c'est une décision où un procureur, il a vraiment mené une plaidoirie très créative, où il s'est basé sur la Déclaration internationale des droits de l'homme et il s'est basé aussi sur le pacte international relatif aux droits socio-économiques et aussi sur la Convention des droits des enfants. Et elle s'est basée sur la Constitution marocaine pour demander demander l'éloignement d'application de l'article 148 qui stipule que la filiation illégitime ne produit aucun effet de la filiation pour le père. Dans le cas d'une paternité, dans le cas d'une naissance en dehors du mariage, au contraire de la mère. Donc, au niveau de la paternité, elle n'est pas reconnue pour le père, mais pour la mère, elle est reconnue. Donc, le procureur, il a considéré que le principe d'égalité, il n'est pas respecté dans cet article et qu'il faut appliquer les normes internationales et ainsi que respecter le principe d'égalité dans la Constitution et ne pas appliquer l'article 148 et de décider ou d'ordonner le pension alimentaire pour le père, malgré que la naissance elle n'est pas légitime. Donc, ça permet aux avocats dans les différents dossiers qui se présentent devant eux pour les naissances en dehors mariage de plaider ce genre cette plaidoirie qui est créative. Et effectivement, bon, pour cette plaidoirie, elle a été rejetée, mais il y a d'autres décisions où le juge il a attribué, il a reconnu, où il a mis la différence entre être tuteur légal ou la filiation légale et la paternité. Et il a ordonné le pension alimentaire en faveur de l'enfant illégitime. Donc, la décision était que le père d'un enfant, même né d'une relation illégitime, il est obligé de subvenir aux besoins de l'enfant parce qu'il y a la paternité qui est établie. Donc ça, c'est un genre de plaidoirie dans des affaires de chaque jour que les avocats aussi, ils peuvent utiliser. Donc, grâce à l'accès facile, en général, grâce à l'accès facile aux différentes décisions dans Marsad Nissa, elle permet de se baser sur des cas concrets pour prouver que le changement est possible, que le changement, même dans les cas qui peuvent être problématiques ou des sujets qui peuvent être, ou des cas qui peuvent être sujets à un désaccord ou un rejet d'un parti ou d'un autre. Et là aussi, je peux donner un exemple de comment comment aussi un procureur, il était très audacieux en plaidant en faveur toujours je trouve des difficultés de traiter les enfants comme épouses, mais c'est une femme mineure, une femme enfant,
qui a été marié mineur et était accusé dans une affaire d'adultère. Et le procureur, il a plaidé en faveur de cet enfant qui a été marié et qui est accusé d'adultère. Et il a demandé qu'il faut la considérer comme il a plaidé qu'une mineure ne peut jamais être considérée comme un acteur principal dans une affaire d'adultère et qu'il faut pas prendre en considération la volonté d'un mineur dans une relation sexuelle et il faut la considérer comme une victime qu'il faut protéger en vertu de l'article 484. Donc, ça aussi, au niveau d'adultère, on sait que ici au Maroc, les articles 490 et 491 relatifs à l'adultère et relations en dehors du mariage, c'est des questions qui sont très problématiques à soulever. Très problématique à soulever même en tant que des activistes, alors que les plaider devant les tribunaux pour innocenter un des partis, c'est toujours pas encourageant pour un avocat. Mais pour les avocats de trouver ce genre de plaidoirie, surtout venant aussi d'un procureur, c'est encourageant de l'adopter. C'est aussi encourageant pour nous comme des activistes pour dire que non, il peut y avoir le changement. On peut toujours éliminer ces deux articles parce qu'ils sont problématiques et ils sont source à des problèmes pour plusieurs personnes. Là, cette cas, c'est pour les mineurs, mais il y a d'autres décisions où des femmes qui ont été condamnées par exemple pour les relations en dehors mariage, alors que l'affaire initiale n'était pas du tout en relation avec le façade ou les relations illicites. L'affaire initiale était pour une violence contre les femmes. Mais quand il s'est avéré que la femme, elle tenait une relation avec l'autre partenaire, la femme, elle a été poursuivie aussi pour le façade. Donc ça, c'est des décisions qui nous permettent à tirer ou à soulever des leçons pour plaider en faveur du changement et pour plaider qu'il est temps de changer ces articles parce qu'ils peuvent nuire aux droits humains des femmes en général. Donc ça, c'est en général de comment ou un petit aperçu de comment le Marsad Nissa il pourra être utilisé d'une façon stratégique par les avocats comme pour les activistes. Et vraiment, l'utilisation, elle est plus que ça. Merci beaucoup, Nour. Beaucoup, Saïda, c'est vraiment très intéressant et très utile ce que vous allez de mentionner. Et je veux ajouter aussi que, surtout dans le contexte des pays du Maghreb, et le fait qu'on a plusieurs textes légaux qui contiennent des termes ambigus et qui peuvent être interprétés de plusieurs façons, donc ça génère une variété de décisions et d'interprétations et c'est très, très, très utile, surtout pour les avocats et pour les activistes, de les avoir tous collectés dans une seule place, dans une plateforme et facile et accessible à tout le monde. Donc, en cas de besoin, s'il y a un cas similaire, c'est vraiment très facile et très rapide d'accéder à cette plateforme et de trouver toutes les décisions qui représentent une pratique et une interprétation, des interprétations différentes du même texte de loi.
Donc, au-delà de l'utilité des observatoires aux activistes et aux professionnels de droit, je pense qu'ils sont également très importants pour les journalistes parce que les journalistes, ils ont un point commun avec les avocats et les activistes en droit humain, qui est le volet de plaidoyer et de partage de l'information qui peut avoir une influence sur quelques décisions judiciaires. Donc, de votre point de vue, Saïda, comment l'observatoire peut être utile pour les professionnels de médias et quel type d'impact la couverture médiatique pourrait avoir sur les décisions judiciaires? Oui, malheureusement, normalement, nous avons prévu qu'il y allait avoir avec nous un journaliste qui avait exprimé son souhait de participer à ce webinaire, comme les deux précédents en arabe et en français. Mais je pense qu'il y avait un imprévu dernière minute qui l'avait empêché d'être parmi nous. Mais je peux faire déjà un petit résumé de ce que les deux journalistes qui ont été avec nous dans les deux webinaires en arabe et en anglais, ils ont déjà expliqué de comment le Marsad Nisa est utile dans leur travail. Donc, il y a, par exemple, ils ont cité plusieurs facteurs qui pourraient rendre le travail des médias plus efficace et plus à jour. Donc, au niveau de l'impact, il y a un journaliste qui a exprimé que les médias, ils ont vraiment un impact sur le bon déroulement de la justice. Donc, le média, il garde toujours cet œil sur le bon déroulement de la justice en suivant les affaires ou les cas qui se déroulent devant le tribunal et ils sont toujours c'est dans leur capacité de garantir cette transparence et l'objectivité de la mise en place des lois. Donc, s'il y a s'il y a un non-respect d'application de la loi, les médias ils peuvent toujours dénoncer et garder une application des lois juste et équitable. Donc, il y a ça comme un des journalistes qui a insisté que ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais pour pouvoir faire ce travail, c'est facile pour eux de revenir à Marsad Nisa pour avoir une vision plus globale et pas seulement sur un seul cas isolé. Donc, d'avoir une idée sur tous les cas, comment ils sont traités et de sortir des cas isolés et de sortir de pointer un juge isolé. Donc, selon les journalistes, c'est plus facile pour eux de tirer les conclusions de Marsad Nisa et d'écrire sur les différents cas, pas en mettant l'accent sur les femmes victimes de violences, mais plutôt sur les droits humains des femmes victimes de violences. Qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté, et pas comment la femme elle a été habillée ou ne pas habillée, ou la femme elle était où, etc. Les journalistes, ils ont souligné que parfois les articles, ils ont tendance à cibler plutôt le comportement de la femme, comment la femme elle était, comment la femme elle a encouragé par exemple violence ou pas, et de ne pas juste à garder l'œil sur comment l'affaire de la femme a été traitée devant le tribunal. Est-ce que les lois elles ont été bien appliquées? Est-ce que les procédures elles ont été respectées ou pas? Grâce à Marsad Nisa, les journalistes ils ont dit que ça rend leur travail vraiment facile à garder à garder l'œil sur les lois qui sont appliquées dans les affaires des femmes et pas le comportement des femmes. Aussi, il y a le journaliste qui a mis l'accent sur
que la majorité du temps, avec la bonne volonté du monde, d'écrire sur les affaires relatives aux femmes, mais il y a un accès très limité à l'information. Un accès limité aux lois, aux procédures, comment les lois sont appliquées. Et la majorité du temps, ils sont dans l'obligation, dernière minute, d'appeler une association ou un avocat et juste de dire, OK, est-ce que tu peux me résumer? Est-ce que tu peux me dire comment, etc. Alors, grâce à Marsad Nisa, ça leur permet de mener des recherches plus profondes sur des cas, et même s'ils sont en train de traiter cas actuels, mais ils peuvent la traiter en vertu de comment tous les autres cas similaires, ils ont été traités. Donc, et pas seulement d'appeler et résume-moi le cas, et ça fait. Aussi, il y avait la question de comment, puisque le Marsad Nisa, elle est en 3 langues, les journalistes non arabophones, ils ont cette possibilité quand même de naviguer sur les plateformes avec les différentes langues, même si les décisions ils sont en arabe, mais ça leur permet quand même de naviguer avec les mots-clés, avec les lois, pour tirer les différentes décisions qui les intéressent. Donc, malheureusement, pour le moment, on n'a pas vraiment, c'est pas toutes parmi les fonctionnalités, donc c'est juste, je pense que Mounira, il avait déjà mentionné ça, parmi les fonctionnalités de Marsad Nisa, il y a les petits résumés. Donc, pour n'importe quel concerné, avocat ou journaliste ou chercheur, quand il mène une recherche, il peut trouver un résumé qui fait la synthèse du cas. Et il y a certains résumés qui se trouvent déjà en français. Donc, ça aussi, ça permet, comme déjà dit journalistes, ça permet aux journalistes d'avoir, non arabophones, d'avoir un aperçu de quoi il s'agit et de voir est-ce que c'est pertinent, pas pour prendre vraiment l'information qui l'intéresse le plus. Je pense que c'est grosso modo ce qui a été, ce que les journalistes ils ont ciblé. Moi, j'aimerais juste ajouter de notre côté que nous avons mené une recherche sur surtout les affaires des violences contre les femmes, elles sont traitées par les médias. Et nous avons, parmi beaucoup de problèmes qui ont été soulevés, effectivement, ou bien ce que les journalistes, ils ont déjà cité, de rester ciblés sur les femmes et pas sur les droits humains des femmes, de rester ciblés sur les cas isolés et pas. Donc, c'est vraiment les journalistes qui sont influencés par les cas qui créent les buzz ou les cas qui sont le sujet d'un jour et ne sont pas vraiment intéressés par les cas de chaque jour. Donc, avec le guide que nous avons développé en faveur des journalistes, c'était facile de les référer sur le Marsad Nisa, où ils peuvent trouver les réponses pour traiter vraiment les différents sujets et pas de rester ciblé sur que les cas d'un jour ou le cas de buzz, mais de sortir, comme j'avais déjà donné l'exemple avant, au lieu qu'on va attendre qu'il y a une fille qui a été violée et il y a une décision pas équitable en faveur des filles où tout le monde il va en parler. Les journalistes, ils peuvent dans chaque jour avoir matière des sujets qu'ils peuvent traiter comme des matières, comme des articles de presse. Donc, ils ne sont pas vraiment
obligés d'attendre qu'un cas il surgit pour écrire sur les questions des droits humains des femmes. Il y a Marsad Nissa où il leur donne vraiment une matière assez riche d'une diversité de sujets, une diversité de plaidoiries, une diversité d'arguments juridiques, de procédures, où ils peuvent tirer des sujets intéressants qui peuvent contribuer réellement dans le changement, dans la situation des droits humains des femmes. Merci. C'était vraiment très détaillé et très intéressant. Ça montre le rôle crucial des observatoires et leurs utilités plusieurs professionnels et également aussi pour toute personne intéressée à la promotion des droits des femmes et toute personne intéressée par ces décisions. Ça peut être même utile pour les femmes qui sont exposées à toute situation de violence parce qu'elles peuvent accéder à la plateforme des observatoires et consulter les décisions judiciaires et cela peut les encourager à recourir à la justice ou encore ça peut les aider à trouver une solution ou bien avoir des idées pour les aider dans leur situation pour protéger leurs droits. Alors, peut-être je veux passer la parole à Mounira, si vous avez, Mounira, quelque chose à ajouter ou bien peut-être un exemple spécifique au contexte tunisien. Très brièvement parce qu'on a peu de temps pour clôturer le webinaire, mais ça sera très intéressant d'avoir un exemple ou bien deux exemples il y a, en relation avec le contexte tunisien qui montrent le rôle des observatoires et leurs utilités pour les professionnels de droit, les activistes, les militants, militantes ou bien les professionnels en médias. Oui, merci Nour pour la question. Je pense qu'il faut parler à la nouvelle constitution en Tunisie de 2022. Alors que nous avions inclus parmi les recommandations de notre récent rapport de la Tunisie, de Marsad Nissa Tunisie, il faut faire la suppression des obstacles juridiques et institutionnels qui perpétuent la violence et la discrimination à l'égard des femmes, en particulier pour parvenir à l'égalité en matière d'héritage et l'abolition des lois discriminatoires, y compris les dispositions de la loi sur le statut personnel liées à la dot, chapitres 2 et 13 de code de statut personnel, de code pénal, les rôles et responsabilités des époux, chapitre 23, de code de statut personnel, la garde des enfants, chapitres 55 et 58 et 60 et 63, les articles de 230, 231, 125, 226 et 226 bis de code pénal à propos de l'homosexualité et la liberté individuelle. Nous avons été surpris par la nouvelle constitution tunisienne qui a été votée en Tunisie en 2022. De larges segments des femmes tunisiennes, des féministes et des mouvements et des organisations féministes craignent aujourd'hui de plus en plus que les acquis obtenus par les femmes tunisiennes ne soient annulés. Et nous nous retrouvons face à une constitution qui légitime l'État religieux
tout estimant que ce qui suscite des inquiétudes, c'est la manière dont ces lois sont interprétées et comment fonctionne la Cour constitutionnelle dans une constitution dans laquelle le terme état civil a été supprimé. Et cette crainte est due à la sous-estimation des droits des femmes et à la discrimination à leur égard dans l'héritage islamiste, avec ces différentes écoles, discrimination qui apparaît surtout dans l'institution familiale, étant… Oui. Étant donné que la direction de famille, avec ses larges pouvoirs sur les enfants et même pour décider de sort de la famille, remonte selon ses relations où le soutien de la famille et le chef de la famille dans le code. Pardon, cette discrimination se manifeste également. Pardon. On s'entend juste, il y avait une petite coupure due à un problème de connexion probablement, mais on vous entend parfaitement maintenant. D'accord, je voulais résumer que pour cette discrimination se manifeste également dans le dot de mariage, qui est en fait un échange de relations sexuelles et d'enfants. En échange, ils vont privés d'un héritage égal et dans de nombreux cas exclus de l'héritage. Les droits des femmes donc à la garde sont inférieurs à ceux des hommes. Selon le code de statut personnel, en dehors de cet article, de nombreuses lois demeurent discriminatoires à l'égard des femmes, notamment la loi sur la nationalité et les conditions d'octroi de la citoyenneté aux conjoints et aux enfants. Les inquiétudes donc portent donc sur la manière dont ces lois seront interprétées, en plus des perturbations qui se produisent au niveau de l'amélioration et du développement des textes juridiques. Donc, l'Observatoire de Marsad Nissa peut travailler sur ce propos. Voilà. Merci. Alors, nous approchons à la fin de notre discussion qui a couvert de nombreux aspects allant de la motivation et le besoin des observatoires et leur utilisation à leurs impacts considérables sur les droits des femmes. Donc, il s'agit évidemment d'un projet que nous souhaitons voir grandir et se développer. Alors, peut-être que Stéphanie pourrait nous en dire plus sur les prochaines phases, les événements à venir concernant les deux observatoires. Merci beaucoup, Noor. Merci, Mounira. Merci, Saïda. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui a posé des questions, tous les spectateurs qui ont posé des questions dans les questions-réponses. C'est avec moi que vous vous entraîniez. Donc, j'espère que j'ai pu apporter satisfaction à certaines questions. Et je souligne ça pour dire qu'en fait, les prochaines étapes ou les prochaines phases dépendent entièrement du feedback des utilisateurs actuels ou potentiels. Donc, il y avait dans les questions posées, effectivement, des questions qui faisaient le suivi des défis pour avoir les décisions judiciaires, beaucoup de spectateurs, nous sommes contentes qu'il y avait un tel enthousiasme que les personnes qui assistent sont parties direct sur les plateformes et ont commencé à chercher des décisions et qui posaient des questions par rapport à est-ce qu'il n'y a pas plus de décisions sur tel ou tel sujet.
comment est-ce on peut arriver à faire une recherche, expliquer plus, etc. Donc, tout ce genre de questions, en fait, c'est... Oui, il y avait d'autres qui disaient, est-ce que vous n'avez pas pensé à collaborer avec telle ou telle personne? Donc, toutes ces questions et réflexions sont très utiles, en fait, pour nous de développer les prochaines phases et les prochaines étapes. Donc, bien évidemment, la priorité, c'est de poursuivre l'enrichissement et l'expansion de l'observatoire. Parce que pour faire la mise à jour avec des décisions les plus récentes, parce que bien sûr, si les décisions ne sont pas les plus récentes, il y a une utilité beaucoup moindre, parce qu'il faut être à jour de toutes les décisions. En termes de jurisprudence. Et puis, il y a aussi, et c'est l'une des raisons que nous avons voulu tenir ces observatoires, c'est de développer davantage nos partenariats avec les différents acteurs qui seraient intéressés, c'est-à-dire les facultés de droit, avec les professeurs et les étudiantes qui a super bien marché en Tunisie, les barreaux, les associations des barreaux, les autres professionnels de droit, entreprises de technologie et tout ça. Comme nous avons souligné au début, il s'agit d'une initiative de crowdsourcing sur la base de bénévolat organique et horizontal. Donc, tous les partenariats sont les bienvenus et en fait sont nécessaires pour confronter les défis que nous avons soulevés et assurer que les sujets qui intéressent tout le monde soient présents. Donc, et puis en plus, vu les plateformes, les structures de plateformes juridiques qui correspondent au système judiciaire dans pas mal de pays dans la région, du Maghreb, Afrique du Nord et Moyen-Orient, ainsi que les similarités et les contrastes intéressants à faire avec surtout en matière droit de famille, avec les autres pays où le droit de la famille est basé sur la religion. Pourquoi pas ne pas ajouter d'autres pays aux observatoires ou créer un observatoire intégré? Parce qu'actuellement, nous avons le Maroc et la Tunisie, mais pourquoi pas intégrer et inclure d'autres pays à travers la région? À part ça, je pense que ce que nous avons parlé des synthèses des dossiers, des synthèses des décisions, etc., je pense que dans les prochaines phases, nous aimerions vraiment enrichir les analyses du contenu de l'observatoire et les analyses des décisions de justice du point de vue droits humains, que ça soit à travers une série d'ateliers de formation ou de guides pratiques, ou vidéos, tutoriels, etc., pour renforcer les capacités de tous nos partenaires et les utilisateurs de regarder les décisions de justice avec une analyse des droits humains et droits humains de la femme spécifiquement. Et là, quand on parle de ce genre d'analyse, il y a trois optiques. Le premier, c'est par rapport à la recommandation générale 33 de la Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est la recommandation générale qui traite le sujet de l'accès des femmes à la justice, qui donne un cadre assez intéressant pour analyser la réponse judiciaire aux droits des femmes avec 6 éléments. 6 obligations de l'État, en fait, pour assurer l'accès des femmes à la justice, qui sont la justiciabilité de certains droits devant les tribunaux, la disponibilité des tribunaux, l'accessibilité des tribunaux, la qualité des systèmes de justice, la responsabilité des systèmes judiciaires pour sa réponse et puis des recours appropriés pour les femmes. Donc, c'est un cadre assez intéressant pour analyser et faire une appréciation des décisions de justice que nous aimerions renforcer la capacité des partenaires, des utilisateurs à utiliser. Le deuxième cadre, peut-être, s'agit d'analyse s'agissant des décisions de justice traitant des questions de violence faites aux femmes, c'est de revenir à ce qu'on appelle en anglais les 5 P ou peut-être les 6 P selon comment on le divise par rapport aux obligations de l'État en matière de violence faites aux femmes. Donc, qui sont les obligations de prévention, de protection, de poursuite, de punir les auteurs et de fournir des remèdes. Donc, c'est un cadre pour analyser les décisions de justice traitant des violences faites aux femmes. Et puis, le troisième cadre d'analyse s'agit des questions d'analyse relatives aux stéréotypes.
judiciaire fondée sur le sexe et sur le genre, et d'approcher, parce qu'on a vu que dans les décisions de justice, c'est pas uniquement question d'application ou non de la loi ou des lois discriminatoires, etc., mais c'est aussi question de mener une réflexion auprès des juges, auprès des avocats et autres, à regarder le langage utilisé dans les décisions. Parce qu'il y a dans les décisions un langage utilisé dans l'interprétation des lois qui reflète des stéréotypes, que ce soit des stéréotypes sexistes sur la base des rôles sexistes, sur la base des caractéristiques des hommes et des femmes, sur les comportements appropriés hommes-femmes, un tas de stéréotypes qu'il est intéressant à utiliser en regardant les décisions. Donc ça sur un plan analyse. À part ça, je pense que nous prévoyons de voir comment rendre plus accessible et plus de publicité et de visibilité sur certaines décisions de justice clés qui sont importantes à faire partager, parce que l'un des problèmes qui a été soulevé dans les questions-réponses et avant, c'était ce question de partage. Donc, nous avons 2 pages Facebook où on prévoit de poster, de partager beaucoup plus régulièrement des décisions intéressantes. Et puis, de côté plus systémique, etc., de produire des rapports réguliers sur la réponse du système judiciaire dans les affaires relatives aux droits des femmes, ainsi que peut-être surtout dans le contexte de plaidoyer pour les réformes du code pénal et code de la famille au Maroc, des notes thématiques périodiques qui ciblent certaines questions spécifiques comme le pensionnat alimentaire, comme le divorce, comme le viol conjugal, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu, c'est la vision pour le futur. Encore une fois, c'est basé sur le feedback des utilisateurs et donc nous le recevons avec plaisir et nous l'apprécions énormément. Donc merci beaucoup Nour pour la question. Beaucoup Stéphanie, et je suis sûre que tous les utilisateurs des observatoires seront très impatients de voir toutes ces phases et ces activités implémentées sur le terrain. Merci encore d'avoir répondu en écrit sur la quasi-totalité des questions posées. J'aurais peut-être une seule question à poser à Mounira, vu que Mounira a mentionné le référendum sur la nouvelle constitution en Tunisie et l'effet qu'il avait sur les droits de la femme. Donc, peut-être, si vous pouvez me répondre, Mounira, comment l'Observatoire peut-il représenter un outil de suivi de l'évolution des lois et l'évolution de tout l'arsenal juridique, y compris lois, constitution et même d'autres textes d'application? Mounira, vous êtes en muet si vous êtes en train de parler. Oui, Nour, je pense que j'ai répondu à cette question à propos la relation entre l'Observatoire et la nouvelle constitution et l'inquiétude portant sur la manière dont les lois seront interprétées selon cette nouvelle constitution de 2022. Et en plus, les perturbations que se produire au niveau de l'amélioration et le développement de textes juridiques à propos de cette nouvelle constitution qui représente une continuité de discrimination qui est représenté dans les lois discriminatives de statut personnel et de code pénal dans toutes les lois discriminatives. Donc, les droits des femmes sont toujours menacés d'être toujours inférieurs à ceux des droits de l'homme.
selon les lois existantes de code de statut personnel et de nombreuses lois qui demeurent la loi sur la nationalité et les conditions d'octroi de la citoyenneté aux conjoints et aux enfants, et aussi les lois de statut, de code de statut personnel liés aux dots, les chapitres 12 et 13 et les chapitres 23, les chapitres d'homosexualité et liberté individuelle, l'article 230, l'article 226, l'article 231, alors que nous avions inclus parmi les recommandations de notre dernier rapport en Tunisie, la suppression des obstacles juridiques et institutionnels qui perpétuent la violence est-ce que vous m'écoutez, Nour? Mais avec quelques coupures, donc maintenant on t'entend. Mounia, est-ce que vous pouvez nous entendre ou pas? Oui, donc, oui. Donc, j'ai dit que nous avons été surpris pour la nouvelle constitution tunisienne qui a été votée en 2022 et qui représente une constitution qui légitime l'État religieux et exclut l'État civil. Voilà. Merci beaucoup, Mounira, pour l'explication. Merci, Stéphanie. Merci, Saïda, pour la discussion intéressante et pour toutes les informations et les explications très utiles qui ont été partagées. Alors, avant de clôturer et de conclure, je tiens à vous rappeler que vous pouvez trouver les ressources précieuses, les mises à jour, les nouveautés, les informations complémentaires sur le travail des observatoires, sur leurs sites web respectifs qui sont partagés sur l'écran et sur leur page Facebook. Et puis, on va partager aussi ces liens sur le chat aussi. Et si vous avez des questions supplémentaires ou bien si vous souhaitez rester connecté avec l'organisation Omra, vous pouvez également nous contacter à l'adresse électronique qui vient juste d'être partagée sur le chat. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les participants et participantes, à nos chers panélistes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Votre engagement et votre soutien sont inestimables vraiment et nous avons déjà diffusé 2 autres webinaires dans les 2 jours précédents en langue arabe et en langue anglaise et les enregistrements de ces webinaires seront partagés et disponibles en ligne sur nos pages Facebook et sur nos pages de réseaux sociaux, également que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre engagement à promouvoir les droits des femmes au Maroc et en Tunisie et nous souhaitons vous voir dans nos prochaines activités et merci.